vous êtes sur TV5 Monde. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici le sommaire. C'est la première transmission de pouvoir pacifique depuis l'indépendance. Félix Tshisekedi succède à Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Malgré de sérieux doutes sur les élections, le nouveau président peut-il aborder son mandat sereinement ? Signature d'un nouveau traité, Emmanuel Macron et Angela Merkel en résistance à la montée des populismes en Europe. Que pèse le tandem franco-allemand face aux pays de Visegrad et l'Italie ? Est-il encore le moteur de l'Europe ? Le Premier ministre québécois n'a pas hésité à marteler son message à Paris. François Legault veut stimuler la relation économique avec la France. Son message a-t-il été entendu ? Morose, 49e forum de Davos, l'heure est au pessimisme. Brexit, tensions commerciales Chine-États-Unis, climat. 2019 est-elle une année à haut risque ? On va répondre à toutes ces questions avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs. Les voici. Guillaume Duval, éditorialiste au magazine français Alternatives économiques, après en avoir été rédacteur en chef. Ingénieur de formation, vous avez travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie allemande. Jean-François Bélanger, correspondant en Europe pour la télévision Radio-Canada depuis 2014, basé à Paris. Auparavant en poste en Afrique et à Moscou pour la zone Russie-Europe de l'Est. Vous avez parcouru la planète pour de très nombreux reportage. Et Virginie Robert, chef du service international au quotidien français d'information économique et financière Les Échos. Avant cela, vous étiez leur correspondante à New York pendant 5 ans. Merci à vous trois d'être déjà ici en plateau pour faire un tour de l'actualité et nous livrer votre analyse. Nous retrouverons tout à l'heure également Darius Rochebin, journaliste à la télévision suisse RTS depuis le forum de Davos. Et puis avec nous déjà depuis Bruxelles, Colette Breckman, responsable de l'actualité africaine et plus particulièrement de l'Afrique centrale au quotidien belge Le Soir. Bonjour Colette, merci d'être avec nous dès le début de l'émission. Avec vous, on va revenir sur la situation politique de la République démocratique du Congo, car la RDC a un nouveau président. Il était 14h15 hier jeudi. Félix Tshisekedi prêtait serment. Étant remis par Joseph Kabila, Félix Tshisekedi est le 5e président de la République. Quelle accolade! Quelle accolade, mon Dieu! Quelle accolade, mon Dieu! Quelle accolade! Quelle cérémonie, poignée de main, accolade! Les serpents et l'entrant sont devant vous. Chers compatriotes, dans le plus grand respect de la tradition républicaine, nous rendons hommage à celui qui aura été l'un des acteurs de la matérialisation de l'alternance démocratique et pacifique. Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, C'est la première transmission de pouvoir pacifique depuis l'indépendance du pays. Investiture donc de Félix Tshisekedi qui succède à Joseph Kabila. Colette, vous êtes avec nous depuis Bruxelles. On peut le dire, c'est un tournant majeur dans l'histoire politique mouvementée du pays ? C'est certainement un événement considérable parce que les Congolais n'ont pas oublié l'assassinat de Patrice Lumumba, la fin tragique du président Mobutu obligé de fuir, l'assassinat du père du président Joseph Kabila, et puis maintenant enfin une transition qui, selon les mots même de Kabila, c'est une transition civilisée et les images le montrent pratiquement conviviale. C'est la première fois, c'est quelque chose qui va marquer les esprits dans le pays. Malgré de sérieux doutes sur la conformité des résultats électoraux, la communauté internationale est aux abonnés absents. Pourquoi, Colette ? D'abord parce qu'elle n'a pas été impliquée dans les élections. Il y avait un sérieux doute qui a pesé jusqu'au bout sur leur faisabilité, sur la sincérité du président Kabila de vouloir vraiment les organiser. Elle n'a pas été impliquée dans son financement, dans l'observation des élections, et donc n'étant pas impliquée, elle est en retrait et elle s'est fiée à l'observation de l'Église catholique qui, elle, a émis de sérieux doutes sur
les résultats sur la correspondance qu'on appelle la vérité des urnes. Donc la communauté internationale est restée en retrait, mais je pense que la manière dont la passation de pouvoir s'est déroulée hier va obliger des pays, réalisme oblige, à s'incliner devant les faits et puis à mettre leurs scrupules, leurs doutes, leurs hésitations quelque peu de côté pour avancer et construire quelque chose. Félix Tshisekedi est maintenant au pouvoir. Il va devoir composer une équipe pour gouverner. On sait quand, on sait qui? On ne sait pas encore quand ça peut durer, mais j'aurais envie de dire que le deuxième tour des élections va se jouer maintenant. Il va devoir composer son équipe avec ses gens à lui, avec ceux de son colistier Vital Kamerhe, qui est tout de même un homme politique expérimenté, qui était d'ailleurs dans le camp Kabila avant de passer à l'opposition. Il va aussi surtout devoir cohabiter avec une assemblée parlementaire où les élus du camp Kabila, pour l'appeler comme ça, sont majoritaires. Ils sont majoritaires, mais des défections, des états d'âme ne sont évidemment pas à exclure. Celui qui a le pouvoir, évidemment, a une force d'attraction, et donc des défections sont possibles, des changements d'alliance, mais en tout cas, c'est une formule inédite en République démocratique du Congo, et pas si fréquente que cela en Afrique non plus. C'est une véritable cohabitation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que M. Tshisekedi a rendu hommage à son rival malheureux Martin Fayoulou. Il a rendu hommage aux soldats du peuple, il a rendu hommage aussi au chef de l'État sortant. Donc c'est une sorte de politique de la réconciliation. Alors, si la communauté internationale est en retrait, moi j'aurais envie de dire que le verre est à moitié plein et à moitié vide, mais qu'il soit à moitié plein, ou peut-être un peu plus que plein, qu'à moitié plein, c'est déjà un succès pour un pays qui a connu une histoire tellement tourmentée et déchirée. On parle d'une transition négociée entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Quelle sera la marge de manœuvre réelle du nouveau président de Félix Tshisekedi ? Voilà, ça c'est évidemment la grande question. C'est une transition, disons, à l'amiable. Les images le démontrent. Mais je pense que lui-même est un homme de caractère réputé, enfin, pour être un homme assez calme, patient. Il n'a pas on ne lui prête pas une immense envergure intellectuelle, mais c'est tout de même un homme obstiné, fils de son père, qui a montré était un exemple d'opiniâtreté. Étienne Tshisekedi, quand même un héros du combat démocratique au Congo. Et donc, Félix Tshisekedi a tout de même l'exemple familial et une base réelle qui est l'UDPS, qui est le plus ancien parti d'opposition au Congo. Une base ethnique aussi, les Kassayens, les Baluba, qui sont une énorme population, parmi lesquels beaucoup d'intellectuels qui peuvent se rallier à lui et l'aider aussi dans ses premiers pas. Donc, il ne part certainement pas les mains vides. Guillaume, vous vouliez intervenir ? On vous retrouve, Colette, dans un instant. J'espère que l'optimisme de notre collègue sera vérifié, mais enfin, il y a quand même des raisons d'être assez inquiet. Apparemment, il y a eu une fraude d'une ampleur extraordinaire. Donc, l'Église disait que Fayoulou avait gagné avec 60% des voix et se retrouve battu. Si c'est bien le cas, ça veut dire que Félix Tshisekedi est prisonnier de Kabila. Il doit son élection à une manœuvre qui pourra être dénoncée à n'importe quel moment. Je ne suis pas bien sûr que ça puisse bien se passer dans des circonstances comme celle-là. La République du Congo reste malheureusement un des meilleurs exemples au monde qui existe de la malédiction des matières premières, donc de ces pays qui sont potentiellement riches par leur richesse minière en particulier, et que ça empêche en fait de se développer démocratiquement en particulier. On verra, j'espère que l'optimisme sera vérifié, mais... Si je rebondis là-dessus, Colette, la question qui se pose aussi, c'est celle de savoir si Joseph Kabila va rester en permanence derrière Étienne Tshisekedi. Si je vous paraphrase, est-ce que ça serait une marionnette ? Mais ça, c'est la question, évidemment. C'est que Joseph Kabila a promis qu'il laisserait l'impérium à son successeur. Personne ne le croit. Tout le monde pense qu'il a encore une majorité à l'Assemblée, qu'il tient en main les finances, l'économie, l'armée, les services de renseignement, ce qui est tout de même beaucoup. Et que donc...
s'il les a en main, il va encore pouvoir s'en servir. Et ce qu'a dit mon collègue est tout à fait vrai. Tout ça se déroule sur fond d'appétit pour les richesses minières. Et je crois que le président Kabila veut garder la haute main sur les contrats économiques qui ont été conclus et aussi sur la réforme du code minier qui a changé les termes de l'échange, alors que M. Fayoulou, lui, avait promis de les modifier et de diminuer la taxe sur les produits stratégiques, dont le cobalt. Et donc je crois que la trame de fond de cette affaire, c'est aussi la compétition pour l'accès et le contrôle des ressources minières de ce pays et à terme de la transition énergétique. Alors si on résume, une transmission du pouvoir pacifique sans violence, pas de contestation de la rue, des réactions internationales qui se diluent. Vous dites, vous, que c'est un peu trop beau pour être vrai. Vous ne croyez pas aux histoires qui se terminent bien, Colette ? C'est une très belle histoire et pour la population, ils estiment qu'ils ont émis un vote sanction contre Kabila, sanction contre Sow-Dauphin, et que ça a été entendu. Ils n'ont pas peut-être le candidat qui avait été choisi par la majorité. Donc là, il y a une négociation qui a eu lieu, qui va encore se faire, une sorte de cohabitation. Mais maintenant, c'est à Félix Tshisekedi de démontrer ses capacités, de se montrer ferme et de remonter la pente, si vous voulez. Et on verra, mais je crois que le déroulement des choses a été tellement surprenant, à la fois dans le négatif, qui est, comme on l'a dit, les risques de fraude énormes, mais aussi l'aspect positif, qui est le bon climat de la passation de pouvoir, que je crois que toutes les options sont ouvertes et que vraiment le verre est à moitié plein, il est à moitié vide et on verra très vite de quel côté évolueront les choses. Merci beaucoup Colette, merci d'avoir été avec nous depuis Bruxelles. Je vous dis à très bientôt et bon week-end. Merci. Une réaction peut-être, Jean-François, vous avez été en poste en Afrique pendant quelques années, notamment sur cette communauté internationale qui finalement se met en retrait. On sent que c'est le pragmatisme qui prévaut. Si l'Afrique du Sud n'avait pas pris position assez rapidement, tout le monde attendait un petit peu qui allait se positionner. Finalement, c'est l'Afrique du Sud qui a décidé. On avalise, on joue la carte pragmatique. Et l'absence de mobilisation de la rue est venue un petit peu aussi jeter un peu une douche froide sur les ambitions de M. Fayoulou. Et donc, dans les faits, maintenant, la balle est dans le camp de M. Tshisekedi, savoir est-ce qu'il va réussir lui-même à asseoir sa légitimité à la suite de cette élection-là qui donne une apparence de, bon oui, c'est de la première transition démocratique. Dans les faits, elle est quand même un peu entachée par les conditions dans lesquelles ça s'est passé. C'est à lui, en fait, de voir s'il arrive à naviguer finement, à se négocier de la marge de manœuvre face à Kabila, qui peut-être continue de tirer les ficelles. Il faut voir si M. Tshisekedi est assez fin finot pour réussir à diriger. Quand même. Et dernier épisode du long feuilleton de cette présidentielle devrait donc être la constitution du gouvernement que l'on suivra évidemment de près à TV5 Monde et notamment dans notre journal Afrique. On va s'intéresser maintenant à ce qu'on appelle communément le tandem ou le couple franco-allemand. Il y a 56 ans, le général de Gaulle et Konrad Adenauer signaient un premier traité franco-allemand. 56 ans plus tard, Emmanuel Macron et Angela Merkel signent un nouveau traité franco-allemand, contesté dans les deux pays par l'extrême droite, qui voit une perte de souveraineté nationale. Une signature solennelle pour le nouveau traité franco-allemand, mais qui ne fera pas taire la polémique. Dans une vidéo mise en ligne la semaine dernière, Nicolas Dupont-Aignan affirme que la France va devoir partager avec l'Allemagne son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Je n'accepte pas que l'on abandonne le siège de la France à l'ONU. Accusation reprise le jour même par Marine Le Pen sur Facebook. Emmanuel Macron commet un acte qui relève de la trahison. D'autres personnalités d'extrême droite accusent même le gouvernement français de vouloir livrer l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. En réalité, le traité signé ce matin ne prévoit rien de tout cela. L'article 8 indique bien que l'admission de l'Allemagne au Conseil de sécurité est une priorité de la diplomatie franco-allemande, mais pas pour y siéger à la place de la France. Quant à l'Alsace-Lorraine, le texte prévoit certes une action renforcée en faveur du bilinguisme, un comité de coopération transfrontalière, mais dans la préservation des normes administratives de la France. Ceux qui caricaturent ou répandent le mensonge font mal à notre histoire et à nos peuples qu'ils prétendent défendre en voulant faire bégayer nos histoires. Pour entrer en vigueur, le traité d'Aix-la-Chapelle devra de toute façon être ratifié par le Parlement français. Alors avant de s'intéresser au fond de ce traité, à ce que dit le texte, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un pacte d'amitié pour dirigeants malmenés, voire mal aimés ?
Virginie. Oui, alors c'est vrai, ils sont assez malmenés en ce moment, mal aimés, certains, certainement. En même temps, quand le vent est faible, c'est bon de tenir le cap. Et donc, je pense que pour les Allemands et les Français, dans une Europe qui se cherche un petit peu, qui cherche, où les voix populistes se font entendre, de dire que ce tandem franco-allemand a l'intention de rester, qu'il a une direction commune, c'est une volonté qui est affirmée, qui est forte. Alors, on a beaucoup critiqué, alors pour des tas de raisons, ce traité, notamment parce qu'on trouve qu'il n'est pas assez ambitieux. En même temps, il est très pragmatique. Quand on voit les incitations, par exemple, pour l'intelligence artificielle, ça c'est quelque chose que les Canadiens connaissent bien, ou les plateformes numériques, on s'intéresse à l'avenir, aux visions d'avenir. Donc moi, ça, je trouve ça positif. L'autre chose qui me paraît très positive, c'est qu'on s'intéresse aux gens qui vivent à la frontière et on leur donne des outils, une boîte d'outils pour arriver à mieux vivre ensemble, avoir des projets d'infrastructure ou d'éducation ou de santé des deux côtés, avec les outils normatifs possibles. Donc voilà, c'est pas un grand traité, c'est pas celui d'avant, c'est un rappel, mais c'est un rappel plutôt positif et qui montre, moi je crois que même malmené ou mal aimé, c'est un tandem qui a évidemment tout son poids en Europe aujourd'hui. Alors ça c'est la question qui se pose en souterrain, on va dire, c'est qu'on sait que ce couple franco-allemand a été structurant pour l'Europe. Est-ce que c'est toujours le moteur de l'Union européenne ? En face, il y a les pays de Visegrad, l'Italie. Comment ça s'équilibre aujourd'hui, Guillaume ? Non, ce n'est plus le moteur de l'Union européenne et d'une certaine façon, l'insistance d'Emmanuel Macron sur ce couple, enfin l'insistance un peu trop exclusive, en tout cas à mes yeux, d'Emmanuel Macron sur ce couple est une des raisons pour lesquelles il a du mal à embrayer sur ses ambitions européennes. Donc à chaque fois qu'il fait des choses très exclusivement avec l'Allemagne, qui propose à l'Allemagne seule de partager plus ou moins le siège aux Nations Unies et pas simplement et pas à l'Europe, il énerve beaucoup les autres Européens. Donc si effectivement on se retrouve dans une situation où aujourd'hui les Italiens, qui étaient le peuple le plus pro-européen de l'Europe et qui étaient assez proches des Français malgré tout, considèrent aujourd'hui que leur principal adversaire en Europe c'est la France, il y a une responsabilité française qui est assez lourde là-dedans. Et ce type de démarche qui effectivement sur le fond reste assez symbolique et n'apporte pas grand-chose de plus par rapport au traité existant, nourrit plutôt ce soupçon chez les autres d'un club trop exclusif entre les Français et les Allemands, des Français et des Allemands affaiblis les uns et les autres en interne. Mais donc pour vous, un tandem franco-allemand qui n'est plus le moteur de l'Europe, est-ce que l'un et l'autre, vous êtes d'accord avec ça, Virginie et Jean-François ? Ça reste de toute façon le cœur de l'Europe. Le cœur économique, d'une part, cœur politique aussi. C'est les deux pays qui ont des ambitions, c'est les deux leaders qui ont des ambitions, d'essayer de construire davantage, alors on assiste ailleurs dans les autres pays européens avec, oui, le groupe de Visegrad, avec effectivement l'Italie, le populisme montant. On assiste plutôt à des forces centrifuges. On assiste plutôt à une déconstruction de l'Europe, avec bien évidemment le Brexit. Donc, ils sont un peu les derniers Mohicans. Macron et Merkel d'une certaine façon. Et le problème qu'ils ont, c'est que de chaque côté, ils sont mis en difficulté dans leur pays. Donc, ils représentent quoi? C'est la grande question. Et ils essaient et on est en prélude aux européennes, c'est évident. Donc, il y a un bras de fer qui se déroule actuellement entre ceux qui croient toujours en l'Europe, sous sa forme actuelle, et ceux qui ont décroché depuis longtemps. Virginie, dernier Mohican, ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que je me dis que c'est quand même ces deux-là qui articulent une vision pour l'Europe aujourd'hui. Une vision d'une Europe qui protège, qui s'intéresse au plus grand nombre, qui essaye d'être plus inclusive, où on essaie d'avoir des règles communes pour marcher ensemble. Je trouve que c'est quand même un capital extrêmement précieux qui serait très dommage de gâcher pour l'instant. Donc je pense qu'il faut continuer à regarder ce que fait ce couple. Et en même temps, quand on voit les négociations qu'ils ont, par exemple, sur le plan fiscal, avec les GAFA, les choses avancent petit à petit. C'est des discussions, c'est très long, c'est toujours pareil. L'Europe, c'est toujours très long. Les chefs d'État, ils laissent travailler la Commission, puis après, à la fin, ils ne sont pas d'accord, et ça ralentit encore les choses. Mais il y a quand même une dynamique, et ce serait extrêmement dommage de l'interrompre. Vous dites qu'ils ont une vision, mais est-ce que ça sous-entend que les pays de Visegrad et l'Italie n'en ont pas, ou est-ce que c'est une vision différente ? Le problème, c'est surtout que la vision qu'ils ont ensemble, pour l'instant, elle est vraiment à minima. Et donc Emmanuel Macron a gagné les élections françaises sur la question de l'Europe, face à Marine Le Pen qui voulait sortir de l'euro à l'époque. Elle a reculé depuis, mais il a gagné en disant oui, vous avez raison de penser que l'Europe fonctionne mal, mais moi, je vais vous montrer qu'on peut la changer, cette Europe-là. Le problème, c'est que depuis 1 an et demi, il a très largement échoué. Et finalement, ce traité franco-allemand est aussi signe cet échec
par son manque d'ambition nouvelle. Ça veut dire que son projet de refonte est mort-né ? Pour l'instant, il n'a pas réussi à impulser le changement en profondeur de la nature de l'Union européenne. Si vous voulez, s'il y a du populisme partout, c'est quand même parce que ça ne fonctionne pas, parce que l'Europe telle qu'elle est, les règles telles qu'elles sont aujourd'hui favorisent le chômage, pénalisent l'économie, pénalisent l'innovation en Europe, etc., etc. Soit on est capable de les changer, soit ça va péter. Alors c'est vrai que Monsieur Macron et Madame Merkel essayent de tenir les choses, mais s'ils essayent de tenir les choses sans les changer davantage qu'ils ne le font pour l'instant, ça ne tiendra pas très longtemps. Ce traité se veut un rempart contre le populisme. Est-ce qu'il peut stopper le populisme ? La grande question, c'est est-ce qu'il va réussir à irradier au-delà du couple franco-allemand. On peut voir aussi un peu comme un constat d'échec, c'est-à-dire que chancelière Merkel et le président Macron font des ententes entre eux parce que ça, ils contrôlent. En revanche, ça peut aussi indiquer qu'ils n'ont pas réussi à convaincre au-delà du couple franco-allemand, ils n'ont pas réussi à rassembler les 27. Et en fait, ça indique tout le désaccord, toutes les dissensions qu'il y a au sein de l'Europe actuellement. C'est-à-dire qu'on a beau renforcer le couple franco-allemand, ça ne rendra pas une Europe des 27 plus forte. Et on voit qu'il y a assez peu de points communs et de moins en moins de points communs au sein de cette Europe-là. Si vous voulez, ce qui est frappant, c'est qu'il y a rien dans ce traité, mais non plus dans la politique qu'essayent d'impulser Emmanuel Macron et Angela Merkel en matière de transition énergétique, qui est vraiment la grande affaire du siècle, de lutte contre le changement climatique, de faire un grand plan européen pour accélérer la transition énergétique. Il n'y a rien de tout ça qui est sur la table pour l'instant. On voit bien, tout le monde le sait, que la question de l'harmonisation fiscale, la fiscalité des multinationales est en particulier une des questions clés en Europe aujourd'hui. Ni Emmanuel Macron, ni avant lui d'ailleurs François Hollande n'avaient vraiment essayé de faire le forcing là-dessus jusqu'à maintenant. C'est la France qui fait le plus avancer le débat sur la fiscalité. Et il se trouve que la semaine prochaine, il devrait normalement annoncer une nouvelle fiscalité sur les GAFA. Donc il ne faut pas... Non, vraiment, là, il a quand même été moteur, mais c'est difficile de le faire. Il y a plein de sujets. La différence, je pense, qu'a apporté Macron par rapport à l'Europe, c'est qu'un, il avait une vision. Deux, il a essayé d'être pragmatique. Il en a parlé du climat, il en a parlé de l'énergie, il parle de l'éducation, il parle de la défense. On ne peut pas tout changer en même temps. On peut essayer de changer morceau par morceau. C'est très compliqué. Ils ont des vents contraires. Il y a des mouvements identitaires, il y a des mouvements populistes. Il faut regarder sur le long terme. Mais si on n'a pas quelqu'un pour tenir la barre en disant l'Europe à 28, c'est important, il faut qu'on progresse ensemble et qu'on se réforme ensemble, là, vous n'avez plus d'Europe du tout. L'Europe à 27 peut-être bientôt. Oui, ça c'est peut-être aussi ce qui sous-tend tout ça. Mais sur cette position d'Emmanuel Macron, donc on parlait de son projet européen, on voit qu'il est un petit peu en panne. La question c'est aussi, est-ce que cette voix d'Emmanuel Macron porte aujourd'hui en Europe ? Elle porte beaucoup moins en tout cas. Et d'ailleurs, le président Trump ne rate pas une occasion de le rappeler que le président Macron est beaucoup moins populaire que lui. Et ça nuit, c'est clair, à la crédibilité, à l'influence aussi d'Emmanuel Macron dans le monde et surtout en Europe. C'est-à-dire que personne n'ignore les sondages actuellement, personne n'ignore les troubles les troubles sociaux qui secouent la France actuellement. Tout le monde suit la crise des Gilets jaunes. Et donc, Emmanuel Macron, qui a du mal à asseoir sa légitimité en France, c'est sûr qu'il cherche des terrains autres. Il a rempli le vide en Europe parce qu'effectivement, à part lui et Angela Merkel, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle au nom de l'Europe et qui a un plan qui peut rassembler. Sauf que dans les faits, il est faible en Europe de sa faiblesse en France. Guillaume ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il s'est trompé de stratégie européenne. Donc sa stratégie européenne, c'était de dire « je vais faire en France ce que les Allemands veulent ». Donc de la rigueur budgétaire, abaisser les dépenses publiques, flexibiliser le marché du travail. Comme ça, je vais gagner de la crédibilité auprès des Allemands et des autres Européens et ça me permettra d'avoir plus de choses. Donc il a mis la France à feu et à sang avec cette politique. Du coup, ça l'affaiblit effectivement dans le reste de l'Europe. Le paradoxe de toute cette affaire, c'est que la situation n'a jamais été aussi favorable en fait en Europe pour une intégration plus poussée. Quand on réfléchit à ce qui se passe avec Trump sur la défense, mais pas simplement sur la défense, sur le commerce aussi, donc Trump est le seul qui pourrait obliger, par exemple, les Allemands à changer de politique économique en Europe, en leur faisant tellement peur pour les exportations de voitures allemandes aux États-Unis. Il peut les obliger à soutenir une relance de la demande en Europe. La même chose du côté de la Russie. Donc, c'est vrai que Poutine, la menace qu'il fait porter sur l'Europe, ça pousse d'abord les Polonais et les autres à vouloir rester quand même dans l'Europe. Et d'autre part, ça nous oblige aussi à
envisager, par exemple, la transition énergétique de manière beaucoup plus dynamique, parce qu'on dépend beaucoup à la fois du gaz russe et du pétrole d'Arabie Saoudite. Donc, beaucoup de choses pèsent dans ce sens-là, mais simplement, il faut trouver la bonne politique pour réussir à profiter de ces avantages. Et pour l'instant, Emmanuel Macron ne l'a pas trouvé. Et Emmanuel... C'est que le problème d'Emmanuel Macron aussi, c'est que les chiffres ne sont pas au rendez-vous. C'est-à-dire que sa nouvelle politique, pour l'instant, ne paie pas encore. Oui, le chômage a baissé un peu, mais pas assez pour convaincre les Français qu'on est sur la bonne voie. Donc, pour l'instant... Alors qu'il a beaucoup baissé en Europe. Et Emmanuel Macron qui veut faire de l'Europe, je le cite, un bouclier contre les tumultes du monde. Je vous laisse réagir à ça en conclusion, sur cette formule. Les tumultes du monde. C'est une vision déconnectée vu la situation en Europe aujourd'hui. Mais je pense qu'il a parfaitement raison. Vous venez de rappeler qu'on est un espace commercial. C'est notre survie économique, elle est là. Hein. Cet espace commercial européen, c'est où on fait tout notre commerce, c'est là. Enfin, il faut absolument qu'on continue à l'avoir. Et je pense, moi aussi, que face à Trump, face à la Chine, face à Poutine, qui vous voulez, c'est très important d'avoir cet espace. En plus, l'Europe, on a des valeurs démocratiques qu'on partage. Et c'est quand même quelque chose de formidable à défendre. Donc oui, et en plus, derrière des valeurs démocratiques. Et un commerce qu'on peut aller faire aussi de l'autre côté de l'Atlantique, avec le Québec, par exemple. Pourquoi j'en parle ? Parce que le Premier ministre québécois s'engage à réussir où d'autres ont échoué avant lui. François Legault était à Paris cette semaine. Il l'a dit, il l'a répété, il veut stimuler la relation économique entre Québec et Paris. Il a été reçu par le président Macron. Il n'a pas hésité à marteler son message. Emmanuel est un homme d'affaires. On a eu beaucoup de plaisir. Et puis, c'est un deal maker. Je suis un deal maker. Et il va y avoir des résultats. Actuellement, on a à peu près 1,6 milliard seulement d'exportation du Québec vers la France. C'est 3 jours d'exportation vers les États-Unis. Donc, quand on voit le protectionnisme aux États-Unis, quand on voit qu'on a tous nos œufs, ou en tout cas beaucoup de nos œufs dans le panier américain, il y a une urgence d'agir. Une urgence d'agir. Vous avez suivi, vous, cette visite officielle à Paris, Jean-François. François Legault a-t-il quitté Paris satisfait ? Je pense que oui. D'abord, lui, il est convaincu que son message est passé. Difficile de faire autrement. C'est le seul message qu'il a fait passer. Alors que d'autres premiers ministres avant arrivaient avec... il y avait toujours une portion un peu culturelle, il y avait une portion plus politique. On parlait plus sérieusement, par exemple, d'échanges... étudiants, par exemple, d'échanges, on parlait d'immigration. Le message de François Legault, il l'a répété encore et encore devant chacun de ses intervenants, chacun de ses interlocuteurs. Il a rencontré beaucoup de monde, quand même, en très peu de temps. Président Macron, Premier ministre Édouard Philippe, il a rencontré le président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, et puis une foule aussi de patrons d'entreprises, comme L'Oréal, comme BNP Paribas. Son message était chaque fois, au mot près, toujours le même. On veut doubler les échanges commerciaux entre la France et le Québec. Il s'est dit insatisfait, parce qu'il a dit, on parle toujours de relations privilégiées, culturelles, historiques. Dans les faits, le problème, c'est que l'économie ne suit pas, les échanges économiques ne suivent pas. On parle de 3 milliards d'euros d'échanges entre les deux. Comment ça s'explique d'ailleurs ? Ça s'explique par la frilosité, dit-il, et le manque, peut-être un peu le manque d'audace. D'abord des hommes d'affaires canadiens. Il le dit, notre marché naturel, c'est vrai que c'est facile. On se tourne vers les États-Unis. Il y a 300 millions les États-Unis et Mexique, il y a plus de 300 millions de consommateurs potentiels. C'est facile, il suffit de traverser la frontière. C'est le marché naturel. Sauf qu'au moment où Trump arrive avec une politique beaucoup plus protectionniste, on cherche à diversifier. Et pour François Legault, la diversification naturelle, c'est vers l'Europe, avec l'entrée en vigueur du CETA. Et la France. Pour des raisons de langue aussi ? Raison de langue, dans un premier temps. Et naturellement aussi, il y a des échanges qui existent. On parle quand même, il y a 700 entreprises françaises présentes au Québec. La France est un des premiers marchés en Europe pour le Québec aussi. Et il voit, il n'est pas le premier à le dire, il voit le Québec comme une tête de pont en Amérique pour la France et la France comme une tête de pont en Europe pour le Canada, en fait, tout entier. La grande question, c'est est-ce
qu'il va réussir à accomplir ce que les prédécesseurs n'ont pas réussi à faire. Parce que ce discours-là, je suis présent depuis un moment quand même en Europe, je l'ai entendu chaque fois, tout le monde le répète dans les faits. Il y a un contexte qui est un peu plus favorable peut-être. Le contexte a changé. Avec le CETA, etc. Il dit aussi qu'il a face à lui un président Macron qui est beaucoup plus pragmatique. Il l'a présenté, il dit c'est un deal maker, un faiseur d'entente. Il y a l'entrée en vigueur du CETA, effectivement, qui joue. Il y a ce nouvel accord nord-américain entré en vigueur. Il y avait une espèce d'épée de Damoclès qui pesait sur ce marché-là. L'écueil a été écarté avec la signature de ce nouvel accord. Donc maintenant, le contexte est favorable. Le CETA est a priori plutôt favorable à l'Europe. Les premiers résultats sont encourageants plus pour l'Europe quelque part que pour le Canada en tout cas. Et justement, si on se situe du point de vue de l'Europe et de la France, quel est l'intérêt à aller au Québec investir? Est-ce que c'est vraiment intéressant d'abord? On parle d'une province au Canada. Moi, je pense, parce que c'est vrai que c'est une vraie tête de pont. Hein. Et puis, il y a quand même cette facilité, cette fluidité qu'on a avec le Québec par la langue. Donc, c'est vraiment quelque chose, on aurait vraiment tort de se priver. Et après, il y a toutes les possibilités du Canada. Moi, je trouve que l'idée est excellente. Ce qui m'amuse, c'est quand on voit que des hommes d'affaires arrivent à la conduite des nations. D'un côté, vous avez Trump qui sort son bâton, tape sur tout le monde et menace. Et lui, au contraire, qui vient, qui est toute séduction. C'est rigolo de voir ces businessmen. Qui était un homme d'affaires, lui aussi, on le rappelle, parce qu'il n'était pas très bien connu. C'était le patron d'une compagnie aérienne. Il a une démarche qui est beaucoup plus dans la séduction et c'est intéressant de voir ces businessmen au pouvoir parce que c'est pas des hommes politiques au départ. Ça vous interpelle aussi, Guillaume? Mais simplement, toute la question est un peu l'avenir des relations entre le Canada et les États-Unis aussi. Donc, le Québec ne peut être intéressant comme tête de pont de l'autre côté de l'Atlantique que si effectivement les flux commerciaux restent très ouverts vis-à-vis des États-Unis. C'est pas le marché du Québec ou le marché du Canada lui seul qui peut présenter un intérêt pour des acteurs européens importants. Donc ça c'est une grosse question. Alors effectivement l'accord de libre-échange nord-américain a été sauvé in extremis. Il faut voir comment ça va fonctionner dans les prochaines années avec ce personnage imprévisible. Mais sous cette réserve, oui, bien sûr, il faudrait qu'on réussisse à développer ces choses-là. Bon, l'agriculture du Québec reste quand même plus limitée et plus difficile sans doute que l'agriculture européenne. Donc de ce côté-là, il n'est pas anormal qu'il y ait quelques difficultés malgré tout. Si vous regardez quand même l'avenir, l'intelligence artificielle, c'est vraiment la matière que tout le monde aujourd'hui explore, étudie, et Montréal, c'est un des centres mondiaux de l'intelligence artificielle. Donc on a absolument tout intérêt à travailler avec eux sur ces sujets-là. C'est pas que l'agriculture, les mines ou... Ce qui est intéressant, et ce qu'a martelé encore et encore François Legault, c'est qu'il veut créer des emplois pour créer de la richesse et créer des emplois dans des domaines de haute technologie. Il veut des emplois payants. Donc, dans le domaine, par exemple, de l'aéronautique, de la technologie de l'information, et oui, effectivement, l'intelligence artificielle, il y a un pôle de recherche très dynamique à Montréal. Ce qui est intéressant pour les entreprises françaises, parce qu'on posait tout à l'heure la question pourquoi le Québec? Parce que François Legault arrive à un moment où le gouvernement du Québec affiche un budget équilibré depuis 4-5 ans. Il annonce même des surplus de plus d'1 milliard d'euros cette année. Donc, il a de la marge de manœuvre pour offrir, par exemple, des crédits d'impôt aux entreprises. Les entreprises françaises comme Ubisoft... C'est même un tapis rouge fiscal, si on peut dire ça. Clairement, il y a des entreprises comme, par exemple, Ubisoft, qui en a déjà profité largement depuis des décennies. Ils ont plus de 3000 employés déjà au Québec. Et je parlais encore au PDG d'Ubisoft il y a quelques jours, M. Guillemot, qui disait, quand on entend ce discours-là, ça nous rassure et on va continuer d'investir. On va ouvrir de nouveaux studios. On pense maintenant à décentraliser, plus seulement ouvrir des studios à Montréal, mais ailleurs au Québec, parce qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée. Et donc, c'est le genre de discours que les entreprises veulent entendre. François Legault va aussi se rendre en Chine à l'automne, un peu dans la même démarche, sauf que là, en ce moment, les relations entre le Canada et la Chine, c'est un peu compliqué. Oui. C'est toujours un peu difficile, effectivement. On arrive dans un contexte qui est beaucoup moins favorable et il dépend forcément des politiques qui se passent à Ottawa avec Justin Trudeau, avec par exemple des patrons de Huawei qui a des difficultés actuellement. On voit tout de suite qu'il y a les Chinois ne se gênent pas pour répondre du berger à la bergère systématiquement. Et ce contexte, il est difficile parce que François Legault évolue dans un
dynamique qui le dépasse largement. Une dernière question sur François Legault. Il est arrivé à la tête du Québec en octobre. C'est un petit peu tôt pour faire un bilan. Mais vous qui l'avez croisé cette semaine, comment vous l'avez perçu et qu'est-ce que son mandat va donner? Il est encore vert, il est encore jeune, pas en politique parce que ça fait un moment qu'il y est, mais en tant que Premier ministre, il y a sa fraîcheur peut lui servir dans un premier temps, mais en même temps, les gens vont commencer à demander des résultats. Déjà, il doit ajuster un petit peu le tir. Il a dû déjà procéder à un remaniement ministériel, changer par exemple sa ministre de l'Environnement. C'est une équipe qui est jeune, qui vient d'arriver au pouvoir. On lui pardonne certaines choses. Les erreurs, à terme, vont finir par coûter cher. Il va devoir rapidement donner des résultats et montrer qu'il est capable de livrer la marchandise, comme on dit. Et François Legault s'est ensuite rendu au Forum économique mondial de Davos. Davos, où on retrouve dans un instant, je crois qu'il est en train de se préparer, Darius Rojba. Darius Rojba, journaliste pour la télévision suisse RTS. Le voici. Bonjour Darius, vous êtes un visage bien connu des téléspectateurs de TV5 Monde. Soyez le bienvenu dans Kiosque. Vous êtes un habitué de ce rendez-vous international où le gratin de la planète se retrouve en janvier pour prendre le pouls de la planète, la température du globe. Avec cette question pour cette 49e édition, l'heure est-elle au pessimisme? Regardez. Du corps des Alpes pour ouvrir le WEF. Bucolique, symbolique, rien de tel en tout cas pour réchauffer l'ambiance glaciale de Davos. Même Uli Maurer était inspiré ce matin. Je rejoins Albert Einstein lorsqu'il dit « Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui sont en train de le faire. » Ça, c'était pour la note positive, parce que Christine Lagarde, elle, la patronne du FMI, s'était chargée un peu plus tôt dans la matinée de jeter un sacré froid en commentant la marche du monde. Est-ce que la récession est au coin de la rue? Non. Mais le risque de voir la croissance globale décliner augmente avec certitude. En chiffres, le FMI prévoyait une croissance du PIB, le produit intérieur brut mondial, de 3,7% cette année. Elle ne devrait finalement atteindre que 3,5%. Les raisons? Dans le désordre, l'escalade des tensions commerciales, on pense aux échanges Chine-États-Unis, la dégradation des conditions sur les marchés financiers, le Brexit, la montée des populismes, la fragilité du système bancaire italien ou encore le shutdown américain. Le baromètre économique mondial en a pris un coup, les patrons d'entreprises aussi. Selon le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, 29% des dirigeants de la planète se disent pessimistes et anticipent un recul de leurs affaires. Et on retrouve Darius Rojba à Davos. Je crois qu'on ne va pas vraiment franchement rigoler avec vous, puisqu'on l'a vu, l'ambiance était morose, voire pessimiste. Est-ce qu'on peut même parler de sinistrose à Davos cette année, Darius ? Oui, il y a un certain pessimisme. On peut sourire quand même à Davos, il y a des moments étonnants. Je vous donne un exemple. Hier, j'interviewais Philippe Hildebrand, qui est le vice-président du premier groupe mondial de gestion d'actifs. Et je lui disais, mais combien vous avez de milliards sous gestion? Il disait 6 combien? Puis il dit, ah oui, 6 000. Et c'est vous dire l'ampleur de ce que représente ce type de puissance financière, 6 000 milliards. Et il me disait effectivement, les choses seront plus difficiles. Ses propres mots étaient, tout sera plus difficile en 2019. Vous savez, contrairement à ce que croient souvent les complotistes, les milieux financiers sont comme monsieur et madame tout le monde et le bruit général compte beaucoup dans leur vision du monde. Et si vous additionnez les gilets jaunes, la grande peur de l'environnement, Greta Thunberg, l'icône qui est venue dire la maison brûle, plus la guerre commerciale, plus l'Europe qui craque, c'est vrai que ça crée une certaine angoisse. Guillaume, comment on a pu passer d'une ambiance euphorique l'année dernière à cette ambiance cette année ? C'est passé deux choses. Donc la première, c'est l'arrivée de Trump au pouvoir et l'entrée en vigueur de ses politiques, notamment commerciales, donc qui ont eu comme conséquence en particulier un très fort ralentissement de l'économie chinoise, qui va sans doute au-delà de ce que le gouvernement chinois veut bien dire, avec des inquiétudes derrière qui sont non négligeables sur la solidité de la finance chinoise. Là-dessus vient se greffer les politiques monétaires des banques centrales qui ont changé, qui sont en train maintenant de devenir plus
plus restrictive, qui retire de l'argent du circuit. La Fed le fait depuis un certain temps, la BCE a commencé à le faire. Donc ça aboutit à une montée des taux d'intérêt qui pénalise donc la finance, qui aboutit notamment à déjà des grosses turbulences sur les marchés financiers à l'automne dernier. Donc tout ça, plus effectivement les événements politiques qu'on connaît en France, en Italie, le Brexit, etc., ça crée effectivement un sentiment d'incertitude très fort pour l'économie cette année. Le retour il semble bien que ce soit possible qu'il y ait un retour des crises cette année, quoi. Et puis la crainte à Davos, Darius, elle est économique d'une part, mais politique aussi. C'est vrai, il y a un changement de tonalité politique. Ça m'a beaucoup frappé vraiment dans cette édition. C'est pas nouveau qu'il y ait des régimes autoritaires qui côtoient les démocraties ici à Davos. C'est la règle, tout le monde est là. Mais jusqu'à présent, ces dernières années en tout cas, il y avait toujours cette vieille croyance libérale selon laquelle la prospérité, le marché, le commerce amèneront peu à peu naturellement la démocratie. Vous savez, c'est les vieux textes libéraux, c'est Voltaire qui décrit la bourse de Londres dans le dictionnaire philosophique, ou c'est Montesquieu sur le commerce qui amène les mœurs douces. Et pour la première fois, il y a un vrai doute là-dessus, c'est-à-dire il y a l'idée un peu vacillante que peut-être que les dictatures peuvent au contraire prospérer sans démocratie du tout. Exemple, la Chine qui fascine énormément ici. Quand on se balade dans les travées, quand on écoute les conversations, c'est vrai que cet extraordinaire potentiel chinois, la capacité des Chinois à évoluer, y compris dans le domaine de l'environnement, force l'admiration, une admiration pas toujours avouée. Les hommes d'affaires souvent ne disent pas la même chose en public qu'ils ne disent en privé. Souvent en privé, ils disent la Chine, au moins, ça marche, et ils la comparent avec les difficultés européennes notamment. Virginie, la démocratie, la prospérité qui n'est plus un vecteur de démocratie. Écoutez, moi je vais continuer à y croire, la prospérité, parce que l'inverse serait terrifiant. Donc bien sûr, les démocraties... Mais ce que nous dit Darius, c'est que c'est... Oui, non, mais c'est dans l'air du temps, là, en ce moment. C'est dans l'air du temps, et c'est évidemment, on comprend très bien ces craintes. Simplement, il faut y résister. Et il faut prouver que la démocratie, en effet, est facteur de prospérité. Et ça, c'est peut-être en négociant avec les Chinois, en réformant l'OMC pour qu'ils arrêtent d'avoir une économie qui est complètement subventionnée et en refaisant les règles qui fassent qu'on puisse avoir des jugements possibles dès qu'il y aura des litiges, ce qui n'est plus tout le cas aujourd'hui. Donc il faut remettre les règles à plat, mais il ne faut pas laisser croire qu'on va tous aller vivre dans des régimes autoritaires demain. Darius ? Oui, il y avait ici, vous savez, beaucoup, les nouvelles technologies sont toujours très présentes à Davos, parce qu'évidemment, on présente ce qui fera l'actualité aussi technique, technologique, la reconnaissance faciale, tous les progrès techniques qui vont aider aussi des régimes policiers à travers le monde. Et là, de nouveau, on entend cette petite musique dans les dîners, dans les cocktails de fin d'après-midi, de gens qui disent « Ah, bon, la reconnaissance faciale, bien sûr que c'est des problèmes, bien sûr que ça donne un régime très policier, mais on voit bien que ce sont des régimes qui fonctionnent. » Et il y a ce doute, vraiment, il y a ce verre du doute qui s'est glissé dans l'idée démocratique. Et ça fait écho à ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire que les démocraties, on ne reste quand même. Madame Merkel est une des personnes qui, intellectuellement, ont le plus brillé lors de cette édition. Elle a fait un discours extrêmement brillant. Mais enfin, il y a tous les autres qui affirment une vision du régime républicain, si on veut, qui est très différente. L'Italien, Giuseppe Conte, a dit « Ce que nous, on est en train de faire en Italie, c'est un peu le laboratoire de ce qui va se passer en Europe. » Et évidemment, il y a une partie des gens qui lui donnent raison. Jean-François et ensuite Guillaume. Jean-François. Il y a une chose à noter, c'est que c'est de plus en plus difficile de vendre à la population ce discours néolibéraliste qui est souvent tenu à Davos. J'ai passé beaucoup de temps à marcher avec les gilets jaunes dans les rues de Paris, à passer du temps aussi sur des ronds-points un peu partout en France. Et même si ils ne représentent pas une partie importante de la population française, leur discours retrouve quand même des échos favorables au sein de la population. Et il y a des chiffres qui sont quand même révélateurs. Quand, par exemple, les gens... vous savez, ces chiffres qui ont été publiés par l'organisation Oxfam cette semaine, disant que 26 milliardaires ont autant d'argent entre les mains que la moitié la plus pauvre de la population. C'est le genre de chiffres qui font
beaucoup de dommages et qui sont beaucoup partagés au sein de ces réseaux-là. Et effectivement, ça devient de plus en plus difficile de convaincre la population que favoriser les premiers de cordée va bénéficier à ceux qui sont tout en bas de la pyramide. Avant de vous passer la parole, Guillaume, peut-être on va repasser par Davos. Est-ce que ce que disait Jean-François est entendu dans ce club des riches, comme on l'appelle, cette colère, cette contestation, ce ras-le-bol de la mondialisation, est-ce que c'est entendu à Davos ? Oui, il y a un grand mea culpa. Par exemple, Klaus Schwab, le fondateur de Davos, dit qu'il faudrait que les patrons d'entreprise ne gagnent jamais plus que 20 fois le salaire moyen de leur entreprise. Et beaucoup de chefs d'État, de gouvernement, etc. embrayent sur ce thème-là. Idem pour l'environnement. Greta Thunberg, elle a été traitée ici comme une superstar, avec toujours des ambiguïtés, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de récupération. Et enfin, ce qui frappe énormément, c'est que les Européens reste le petit club où on se préoccupe beaucoup de ces valeurs morales-là, mais l'idée européenne, elle est mise en cause autant que l'idée démocratique. Là, le statut de l'Europe cette année à Davos est particulièrement inquiétant parce qu'il y a le Brexit, évidemment, et puis il y a la montée entre pays européens, entre piliers de l'Europe, d'une tension qui était inimaginable il y a quelques années encore. Quand les autorités italiennes, M. Salvini, appellent à renverser Emmanuel Macron, c'est vertigineux. Imagine, c'était complètement impensable il y a quelques années encore en Europe. C'est la réalité aujourd'hui. Et on entend, c'est vrai, pour reprendre votre question du début, un pessimisme qui est extrêmement frappant. Des gens qui disent, si on en est là, jusqu'où ça peut aller ? Une guerre en Europe de l'Ouest, évidemment, c'est très loin, c'est très théorique, mais c'est ce fameux spectre des années 30 qu'on utilisait beaucoup il y a quelques années encore un peu comme un propos de tribune, ça devient un peu plus inquiétant et un peu plus proche pour un certain nombre de gens qui sont ici. Bon, alors là, on est tous déprimés, hein. Vous avez prévenu. Guillaume, alors pardonnez-moi, Darius. Quelques éléments sur différents points. D'abord, sur l'environnement, oui, ces gens sont conscients, mais enfin, il y a eu une information intéressante sur Davos, c'était que cette année, il y avait 1500 jets privés pour amener les participants à Davos, 200 de plus que l'an dernier pour aller discuter du changement climatique et de pourquoi c'était dramatique, tout ça. Bon, c'est pas très sérieux, enfin, quand on ne met pas en accord ses actes avec ses idées. Mais pour revenir sur la question sur la démocratie, qui est effectivement une question centrale et que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est pas nouveau le fait que des régimes autoritaires soient plus de réussite que des régimes démocratiques pour le décollage économique. Le décollage économique, c'est toujours une phase où vous avez des peuples qui sont pauvres et au fur et à mesure que leur richesse s'accroisse, ils ne doivent pas dépenser plus, ils ne doivent pas consommer plus, ils doivent continuer à investir beaucoup. C'est quelque chose que des régimes autoritaires arrivent à mieux faire que des régimes démocratiques. Et la Corée avant la Chine, le fait que la Chine l'ait fait sous un régime autoritaire, c'est presque normal, j'allais dire. Après, le fait que la Chine réussisse à rester un régime autoritaire une fois qu'elle a atteint un certain niveau de bien-être, là, j'attends vraiment de voir. Je sais que ça fait longtemps qu'on le dit que ça ne va pas réussir, mais là, dans une période où justement le régime ne va plus pouvoir livrer des taux de croissance phénoménaux aux classes moyennes qui veulent consommer, etc., et protéger leur environnement, ne va plus pouvoir délivrer des niveaux de croissance très élevés, la revendication politique va devenir plus forte et la stabilité du régime me paraît moins sûre que ce qu'on en dit souvent. Pour réagir quand même à ce que disait Darius, parce que je vous voyais l'un et l'autre vous faire des grands yeux, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Vu d'ici, de ce plateau Moi, je crois, ce qu'il dit par exemple sur la surveillance, je pense que c'est vraiment une très grosse préoccupation. On ne veut pas du tout que ce soit dans les armes d'État autoritaires. Mais je pense aussi que, et on l'a vu avec les Gilets jaunes, c'est que les gens s'approprient la technologie et les gens organisent leur défense. Et qu'aujourd'hui, il y a un vrai souci de se protéger des GAFA, des États autoritaires, et qu'il faut aussi faire confiance aux utilisateurs. Ce qu'on n'a pas fait du tout pour l'instant. Mais là, moi, j'imagine qu'il va y avoir de plus en plus de résistance et que les États ne vont pas réussir à imposer une telle surveillance. Jean-François ? En même temps, ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que
les mêmes qui critiquent cette même mise, par exemple, de Facebook, de Google et tout ça, en sont les premiers utilisateurs. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, ils s'organisent comment? Parce qu'on les entend critiquer, on les entend demander de taxer Facebook et Google, mais ils s'organisent comment? Ils organisent comment leur rassemblement? Eh bien, par Facebook, par Messenger et par WhatsApp. Donc, ils sont les premiers utilisateurs. Ils sont les premiers à donner à Facebook et à Google les outils pour les surveiller. Guillaume, d'un mot? Oui, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est plutôt la tentation qu'il peut y avoir dans ce qu'on appelle l'oligarchie, donc les gens qui sont réunis à Davos aujourd'hui, de se passer de la démocratie. C'est-à-dire que face aux critiques populistes qu'on disait tout à l'heure, face aux mouvements type Gilets jaunes, etc., d'avoir une tentation autoritaire qu'on ressent un peu en France aujourd'hui. Donc la tentation de penser de ces gens-là, parce qu'ils ont fait des bonnes études, qu'ils sont riches et puissants, de se dire on n'a pas besoin du peuple pour aller dans le bon sens, on peut lui imposer ce qu'on veut et avoir nous aussi des politiques autoritaires à la chinoise. Cette tentation de l'oligarchie mondiale pour se passer de la démocratie me paraît un risque sérieux. Alors, on retourne à Davos. Darius, vous avez interviewé le fondateur de ce Forum économique mondial et c'est sans ironie que Klaus Schwab a dit qu'il était temps de remoraliser la globalisation. Est-ce qu'il est allé jusqu'à la remettre en cause ? D'une certaine manière, oui, parce que contrairement à ce que je viens d'entendre, ce qui frappe beaucoup ici, c'est que, vous dites l'oligarchie, on peut utiliser le mot qu'on veut, mais enfin, disons, beaucoup de gens qui représentent ici de grandes puissances financières ou de grandes puissances politiques restent très attachés à l'idée démocratique. Et il y a plutôt une forme d'inquiétude, de désillusion, de voir que justement ce grand projet historique du libéralisme, qui était de dire la prospérité va amener la démocratie, ce projet paraît un peu plus incertain. Alors qu'on était dans la vieille idée, moi j'ai commencé ma carrière de journaliste au moment de l'Union soviétique, on était dans la vieille idée que les dictatures, économiquement, tôt ou tard, ça ne marche pas. Voilà. Quand on se promenait en Union soviétique, quand on se promenait dans les pays de l'Est, il y avait cette expression selon laquelle on disait c'est la haute volta avec des missiles. Voilà, c'était des puissances militaires, mais l'économie ne fonctionnait pas. Ici, on a le choc de découvrir les Chinois, et c'est très palpable, vous savez, même humainement. Les Chinois qui sont présents ici ne correspondent pas du tout à la caricature des gens tous dans leur petit cadre, qui n'osent pas sourire, qui sont sous la surveillance d'un commissaire politique. Non, ils assument avec beaucoup de bonheur l'amour de l'argent, l'amour de la croissance, mais il n'y a pas pour autant l'amour de la démocratie, apparemment, actuellement. Donc Klaus Schwab, qui reste quelqu'un qui est pénétré du libéralisme à l'ancienne, dit lui, oui, tôt ou tard, la prospérité amènera quand même la démocratie, ce sera le stade d'après, qui vivra verra. Donc la mondialisation, Virginie, qui a de beaux jours devant elle encore. Elle a de beaux jours devant elle, c'est ça ? Question. Non, mais elle va se... Enfin, on est quand même dans un moment où les choses basculent. Donc, dire que la mondialisation à tout prix, j'en sais rien. On voit bien que les choses sont en train de se réformer, de se reformer. Et c'est ça qu'il faut suivre. Moi, j'ai pas d'idée définitive. Ce que je souhaite certainement, c'est que la démocratie perdure, qu'on puisse avoir des échanges libres entre pays. Ça me paraît la base. Et puis qu'il y ait un débat. Et j'étais pas tout à fait d'accord avec vous tout à l'heure en disant gouvernement autoritaire, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de... Enfin, alors, je veux pas non plus défendre le gouvernement, mais il met un débat sur la place publique. L'idée du gouvernement français. Oui, du gouvernement français. Il s'agit on comprend que les gens ont envie de parler. Vous étiez sur les ronds-points, il y a une convivialité, une envie de partager, de dire les choses. Et ben j'ai l'impression que c'est en train de se lancer. Donc c'est ça qu'il faut pousser. Davos est souvent critiqué, Darius, comme le sommet des riches et de l'entre-soi. Il est quand même un marqueur assez unique de tendance pour l'année à venir. Pour conclure et pour résumer, est-ce qu'on peut dire que 2019 est une année à risque ? Est-ce qu'il faut craindre une crise économique ? On entendait Christine Lagarde être quand même assez pessimiste. La futurologie, vous savez, c'est toujours très dangereux quand on est journaliste, il faut jamais s'y risquer. Il y a un vrai débat, moi, que j'ai senti ici et qui me paraît crucial, c'est croissance versus décroissance. Ça reste quand même, au fond, on est aujourd'hui à une croisée des chemins de ce point de vue-là, c'est-à-dire vous avez ceux qui croient dans l'idée que la croissance, ça reste le moteur décisif pour tout, pour l'économie et pour la démocratie, pour les deux valeurs. Et puis ceux qui croient, et Greta, la porteuse du grand message écologique, les représentait cette fois-ci, ceux qui croient vraiment dans l'idée de décroissance. Et voilà, ça c'est vraiment le grand match qui va marquer
cette année 2019. C'est vrai qu'ici, la plupart des gens, on est comme dans le monde financier, continue de croire dans l'idée de la croissance. Et qu'on suivra en 2019 avec vous peut-être, Darius, on vous attend en plateau. Merci pour cet éclairage depuis Davos. On va terminer comme toujours avec la semaine de dilemme au Venezuela. Vous allez le voir, Nicolas Maduro ne compte pas se laisser faire. Le président, c'est moi, affirme-t-il. Dépouillé de ses vêtements, le président du Parlement, Juan Guaido, s'est autoproclamé chef de l'État, immédiatement reconnu par Donald Trump et plusieurs autres dirigeants. Brexit, le plan B de Theresa May est de continuer avec son plan A. T'as essayé simplement en tournant la poignée, demande un Britannique à une première ministre au bout du rouleau à force de tourner des clés dans la porte pour sortir. 35 jours de shutdown aux États-Unis, le président américain sanctionné dans les sondages. Une majorité d'Américains le tient pour responsable du blocage. Je l'ai enfin eu, mon mur, se congratule un Donald Trump acculé au coin, coiffé d'un bonnet d'âne. Donald Trump et Kim Jong-un vont se revoir en février. T'as quelque chose de prévu le 14 ? Demande le président énamouré en vue d'une une Saint-Valentin, américano-nord-coréenne. Et enfin en France, place au grand débat national. Il est branché ton micro, demande un gilet jaune à un policier en pointant du doigt sa matraque. Merci, merci Dilemme, merci à vous trois. On termine avec un sourire, c'est pas mal aussi. Merci à vous qui nous regardez toutes les semaines. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain. Et d'ici là, sur les réseaux sociaux, écrivez-nous, on vous attend.